La nuit était tombée sur la villa silencieuse, une lourde étoffe de ténèbres que les lumières dorées de la maison ne parvenaient plus à percer. Adrien Konaté restait assis dans son fauteuil de cuir, les mains inertes, les yeux perdus dans la pénombre de son bureau. Le refus poli et meurtrier de M. Adebayo tournait dans sa tête, une litanie de sa propre défaite, une divergence fondamentale dans nos valeurs. Chaque mot était un clou dans le cercueil de son orgueil. L'argent, le pouvoir, la peur qu'il inspirait, tout cela venait de montrer sa vanité. Un homme qui avait bâti sa fortune sur le mépris s'était vu méprisé à son tour, et pour la première fois, la blessure n'était pas à son ego, mais à quelque chose de plus profond, de plus obscur, qu'il ne parvenait pas à nommer. Soudain, une odeur délicate, familière et pourtant étrangère, flotta jusqu'à lui. Ce n'était pas le parfum complexe des plats sophistiqués de son cuisinier. C'était une senteur simple, terreuse, réconfortante, celle de la banane plantain mûr, lentement dorée à l'huile, l'odeur de l'aloco. Elle était accompagnée d'un autre fumet, celui du poisson fraîchement grillé et de l'arôme léger de la tiéké à la vapeur. Son festin du premier soir, celui qu'il avait jeté avec dédain. Sans savoir pourquoi, ses pas l'entraînèrent hors de son bureau, à travers les couloirs immenses et froids, vers la source de cette fragrance. Elle venait de la petite cour arrière, près des quartiers du personnel. Là, assise sur un tabouret bas, près d'un petit réchaud à charbon de bois, Aya préparait un repas. La flamme dansait doucement, éclairant son visage serein. Devant elle, sur une natte propre, étaient disposées 2 assiettes simples. Elle ne l'avait pas entendu approcher. « Pourquoi es-tu encore là ?» demanda-t-il, et sa voix, au lieu d'être tonitruante, était rauque, presque brisée. Aya sursauta légèrement, mais ne montra aucune peur. Elle leva les yeux vers lui. Dans la lumière vacillante, il vit qu'elle ne le regardait plus avec la déférence d'une employée, ni avec la fermeté du premier soir. Son regard était empreint d'une compassion tranquille, celle que l'on réserve à quelqu'un qui souffre. « Je prépare mon dîner, monsieur, et celui du vieux Bakary, le gardien. Il a eu une longue journée. »« Tu as entendu la nouvelle, j'imagine, » dit-il amèrement, se tenant raide comme un piquet, incapable de s'asseoir sur la natte. Tout le monde a dû l'entendre. L'homme qui ne perd jamais vient de tout perdre, ou du moins, c'est ce qu'ils doivent penser. Aya retourna délicatement une tranche d'aloco. « Bakary m'a dit que vous aviez refusé de dîner. L'estomac vide n'a jamais été un bon conseiller pour un cœur lourd. »« Et toi, qu'en penses-tu » l'interrogea-t-il, une pointe d'agressivité refaisant surface. « Tu dois te réjouir. Le lion arrogant s'est fait mordre par une hyène plus maligne. Ta morale a gagné, non ?» Aya secoua la tête avec une lenteur infinie. « Il n'y a pas de moi et de vous dans cette histoire, monsieur Konaté. Il n'y a qu'une leçon que la vie essaie de nous donner, encore et encore, jusqu'à ce que nous l'entendions. » Elle servit le poisson dans les assiettes. Ma grand-mère disait aussi « L'arbre qui refuse de plier sous le vent apprend à se briser. Mais celui qui sait plier garde ses racines profondes et porte encore des fruits. Vous avez construit une tour si haute que vous avez oublié la terre qui la porte, et aujourd'hui, le vent a soufflé. » Ces mots, simples comme de l'eau de source, pénétrèrent à la carapace d'Adrien. Il ne vit plus une servante, mais une sage. Il ne vit plus un adversaire, mais un miroir. Un miroir qui lui renvoyait l'image d'un homme seul, vidé de toute substance, assis sur un trône de peur et d'argent. « Comment ?» Sa voix se brisa. « Comment fais-tu? Comment vis-tu avec si peu? Et tu sembles posséder tant. » Aya lui tendit une assiette. Un geste simple, humble, mais d'une dignité royale. « Asseyez-vous, monsieur. Partager un repas, c'est déjà commencer à comprendre. » Et Adrien Konaté, l'homme qui commandait des banquets pour les laisser refroidir, s'assit sur la natte, sur la terre battue de la cour. Il prit l'assiette de terre cuite, encore chaude. Il prit un morceau de poisson, le porta à sa bouche. Cette fois, il le mâcha lentement. Il goûta la mer, le travail du pêcheur, la maîtrise de la cuisson sur les braises. Il prit une boule d'attiéké, légère, aérée. Il goûta le manioc, le travail patient des femmes. Il prit un morceau d'aloco, sucré et fondant.
Il goûta le soleil qui avait mûri la banane, la terre qui l'avait nourri. Et dans sa bouche, ce n'était plus de la nourriture, c'était de la vie, c'était du lien, c'était l'humanité qu'il avait jetée avec mépris toutes ces années. Une larme, brûlante et incroyable, coula sur sa joue, puis une autre. Il ne sanglotait pas. Il pleurait silencieusement, le visage détruit par une émotion trop longtemps refoulée. Il pleurait sur son père, qu'il n'avait jamais vraiment connu, trop occupé à bâtir l'empire. Il pleurait sur sa grand-mère, qu'il visitait si rarement. Il pleurait sur les visages effrayés de ses employés, sur le serveur humilié devant M. Adebayo. Il pleurait sur sa propre solitude, si vaste et si criante. Je ne sais pas qui je suis, avoua-t-il dans un souffle. Aya mangeait paisiblement, à côté de lui. Vous êtes un homme, monsieur Konaté, comme le pêcheur, comme le jardinier, comme moi. Un homme qui a oublié qu'avant d'être un chef, on est un membre de la communauté. La richesse n'est pas dans le coffre, elle est dans les mains que l'on serre et dans les cœurs que l'on touche. Cette nuit-là, sous les étoiles d'Abidjan, Adrien Konaté, le maître de la ville, acheva son assiette jusqu'à la dernière miette. Et ce fut le repas le plus nourrissant de sa vie. Les jours qui suivirent virent un changement si profond qu'il en était surnaturel. Adrien ne devint pas un saint du jour au lendemain, mais une graine de conscience avait germé dans la friche de son cœur. Il commença par le plus simple. Il salua. Il salua le gardien le matin, en le regardant dans les yeux. Il demanda son nom à la femme de ménage. Il remercia son chauffeur. La stupéfaction fut générale, teintée d'une méfiance profonde. Puis il convoqua une assemblée générale de Konaté Industries. Les employés se présentèrent, le cœur serré, s'attendant à des licenciements massifs après l'échec du partenariat. Adrien monta sur l'estrade. Le silence était glacial. Il regarda la mer de visage anxieux qu'il avait toujours survolé sans les voir. « Je vous ai rassemblés aujourd'hui, » commença-t-il, la voix moins assurée que d'habitude, « pour vous dire deux choses. La première, c'est que j'ai échoué. L'affaire avec le Nigeria est terminée. Par ma faute, par mon arrogance et mon manque de respect. » Un murmure incrédule parcourut la salle. « La seconde chose, poursuivit-il, c'est pour vous demander pardon, à chacun de vous, pour les années de peur, de mépris, d'humiliation. J'ai dirigé cette entreprise comme un tyran, et j'ai oublié qu'elle était faite d'hommes et de femmes, et non de chiffres. Je ne peux pas effacer le passé, mais je peux, si vous me le permettez, essayer de construire un avenir différent. » Il annonça alors des mesures concrètes. Une revalorisation significative des salaires les plus bas, la création d'une cantine gratuite pour tous les employés utilisant des produits locaux, un fonds pour financer les projets éducatifs des enfants du personnel, et surtout, il instaura une heure d'écoute hebdomadaire où tout employé pouvait venir lui parler, sans crainte de représailles. La nouvelle se répandit dans toute la ville, plus rapidement encore que celle de son échec. « Konaté est devenu fou », chuchotèrent certains. « C'est une manœuvre », disaient d'autres. Mais dans les yeux de ceux qui travaillaient pour lui, une lueur nouvelle apparut, celle de l'espoir et d'un respect gagné, non imposé. Adrien se rendit dans le village de sa grand-mère. Il marcha pieds nus sur la terre rouge, écouta les anciens, partagea le taux avec les familles. Il écouta les histoires, les plaintes, les rêves. Il comprit alors la véritable richesse qu'il avait négligée, le tissu vivant des relations, la sagesse collective, la résilience de ceux qui ont peu mais partagent tout. Quant à Aya, il ne la remercia jamais, avec des mots grandioses ou de l'argent. Un matin, il lui tendit une enveloppe. À l'intérieur, il y avait les frais de scolarité entièrement payés pour son petit frère, jusqu'à la fin de ses études universitaires, ainsi qu'une inscription à son nom à un programme de gestion qu'elle souhaitait suivre. « Tu m'as offert un repas qui a sauvé mon âme, » lui dit-il simplement. « Permets-moi de contribuer à la graine que tu plantes pour ton frère. » Aya accepta, avec ce même calme digne. « La graine ne m'appartient pas, monsieur. Elle appartient à l'avenir. » Les mois passèrent. L'entreprise de Konaté, au lieu de s'effondrer après l'échec nigérian, se transforma. La productivité augmenta, non par la peur, mais par l'engagement. L'innovation fleurit, car les gens osaient proposer des idées.
Et un jour, M. Adebayo, qui avait suivi de loin cette métamorphose étrange, rappela, non pas pour parler affaires tout de suite, mais pour inviter Adrien à Lagos, en ami, pour partager un repas et discuter d'une vision commune. Cette fois, l'accord qui fut scellé fut bien plus solide et plus prospère que le premier, car il était bâti sur un fondement de respect authentique. Des années plus tard, Adrien Konaté, désormais appelé le vieux Konaté, avec affection, était assis sous le grand fromager de son village natal. Autour de lui, des enfants l'écoutaient, les yeux brillants. Il n'était plus l'homme le plus redouté d'Abidjan, mais l'un des plus respectés, pour sa sagesse et sa générosité. Et c'est ainsi, mes enfants, concluait-il, sa voix devenue douce comme le soir, que le plus puissant des lions a été apprivoisé par la plus humble des colombes, non par la force, mais par la vérité, non par la richesse, mais par un simple repas partagé. Il jetait un regard vers Aya, qui était devenue la directrice de sa fondation pour l'éducation et qui souriait, assise à côté de son frère, désormais ingénieur. Rappelez-vous ceci, mes petits, la vie est un grand champ. Vous pouvez y planter de l'or et récolter du vent, ou vous pouvez y planter du respect, de la compassion et de la gratitude, et vous réveiller un jour dans une forêt de bénédiction, où chaque arbre portera le nom d'une amitié, d'un pardon ou d'un espoir réalisé. Le vrai pouvoir n'est pas de faire plier le monde à vos pieds, il est de vous baisser pour relever un autre et de découvrir qu'en vous relevant ensemble, vous touchez le vrai ciel. Morale de l'histoire. L'orgueil est un palais de verre bâti sur du sable. Il éblouit mais n'abrite pas. L'humilité, elle, est la racine modeste qui boire à la source de la vie et porte l'arbre jusqu'au nu. La plus grande richesse n'est pas celle qui s'empile dans les coffres, mais celle qui circule de cœur à cœur, nourrie par le respect et le partage. Car celui qui méprise le grain de riz finira par pleurer pour une miette, mais celui qui honore chaque graine verra un jour sa grange débordée de moissons inattendues.